Bonjour et bienvenue Beautiful People. L'un des freins les plus puissants avec lesquels nous bloquons cette exploration joyeuse que permet la curiosité, c'est le sentiment de culpabilité. Avec 3 questions angoissées que nous nous posons. Combien ça coûte? Est-ce que j'ai le droit? Et à quoi bon? Dans cette chronique, je vous propose de creuser l'origine de ces sentiments de culpabilité. Nous constaterons que cela correspond souvent à un refus de la joie. Et ensuite, je vous propose de trouver les moyens pour nous remettre dans cette énergie, la curiosité, qui nous sépare des animaux et des machines. Je m'appelle Aurélien Daudet, bienvenue dans cette chronique curieuse et absolument non coupable, votre honneur. Cette semaine, une personne avec qui j'étais en coaching m'a dit une chose que j'ai trouvée marquante. Elle me dit quelque chose de l'ordre de « J'ai commencé ton parcours en ligne sur les émotions, j'ai même trouvé ça très bien, la preuve, j'avais prévu d'y passer 1 heure et finalement j'y suis resté 2 heures. » Et après, elle continue en me disant « J'étais très contente d'avoir appris des choses et en même temps, je me sentais un peu coupable de ne pas avoir avancé dans tout ce que je devais faire. » Alors quand je lui demande de m'expliquer ce que ça signifie, ce que je devais faire, elle me répond « Oh, tu sais, les choses à faire, les choses importantes, ma to-do list. » Et là, je me sentais bien coupable d'avoir fait quelque chose que j'aime, au lieu d'avoir fait quelque chose que je devais faire. Être curieux, découvrir et apprendre des choses, c'est souvent joyeux. Parce que nous, les êtres humains, nous avons cette envie ancrée en nous d'explorer, d'aller chercher le quoi et le comment, mais aussi le pourquoi, dans quel but, d'où ça vient. Nous ne nous contentons pas de la première réponse basique. Nous avons besoin d'aller chercher en profondeur pour établir de nouvelles connexions au sein de notre banque de données interne. Les Espagnols ont une expression que j'aime beaucoup, atar cabos, qui au départ signifie relier les bouts de cordage dans un bateau et qui par extension signifie relier entre elles 2 idées qui n'ont pas de lien direct, au moins pour nous, et dont nous découvrons un lien indirect, caché, une logique qui n'était pas évidente. C'est un peu plus que le « j'ai fait le lien » en français. Parce que quand j'entends atar cabos, je vois une personne qui relie 2 câbles électriques et d'un coup le courant passe et il y a une lumière qui s'allume. En fait, ça fait tilt. On a créé une idée neuve et ça fait comme cette ampoule qui s'allume au-dessus de la tête d'un personnage de bande dessinée, ou bien c'est Archimède hurlant Eureka en renversant la moitié de la flotte en dehors de son bain. Depuis 1 mois, nous avons exploré ensemble la différence entre la curiosité diversive, je réagis à un truc neuf, et la curiosité épistémique, je veux comprendre l'origine, le fonctionnement, le sens. Seule la curiosité épistémique appartient exclusivement à l'être humain, alors que les animaux, eux, se contentent de réagir à ce qui se passe dans leur environnement. Et nous avons vu aussi comment cette exploration et les liens nouveaux que nous créons dans un domaine précis ou entre 2 domaines où nous avions déjà un minimum de connaissances, ces liens sont une source de joie inépuisable. Alors pourquoi s'en priver? Et pourquoi se sentir coupable après avoir consacré du temps à une formation en ligne où justement il s'agit de voir autrement les émotions, en l'occurrence, que tout le monde connaît, mais souvent sans comprendre leur origine, leur fonctionnement et leur utilité. Il se trouve qu'au même moment, je me retrouvais moi aussi dans un conflit entre ma curiosité et un sentiment de culpabilité. Je vous explique. J'ai depuis mon enfance l'envie d'apprendre à faire de la mécanique. J'ai lu des livres, je passe un temps conséquent sur YouTube à regarder des artistes retaper des voitures, j'ai investi des sommes considérables pour que d'autres retapent des voitures pour moi, j'ai acheté des outils, j'ai un atelier, mais j'ai pas de voiture à retaper. Je ne passe pas à l'action. Ce qui, pour ceux qui me connaissent, est assez peu habituel. En général, quand j'ai une idée, je décide d'un plan d'action, d'un timing, des ressources nécessaires, et puis je démarre. Je ne suis pas du tout velléitaire. J'exècre le conditionnel, les peut-être, les un jour et les ce serait bien. Et pourtant, en ce qui concerne la mécanique automobile, je procrastine dans les grandes largeurs. Premier blocage chez moi, ça n'est pas utile.
au sens de « ça n'est pas du travail », ce qui signifie « ça coûte de l'argent et ça n'en rapporte pas ». Si je dois investir du temps et de l'argent dans quelque chose, alors je dois être capable de prouver que c'est pour un but professionnel mesurable. À la rigueur, je me donne le droit de passer du temps pour lire des bouquins, mais je peux toujours me donner la raison, ça me servira pour mes chroniques, ça me fait fonctionner le cerveau, et puis d'une manière ou d'une autre, il y aura des conséquences positives indirectes sur mon activité et pour mes clients. Mais passer du temps sur un tas de rouille qui ne démarre pas, et qui ne démarrera peut-être jamais, ce qui signifiera que là, vraiment, je n'aurai aucun résultat tangible, alors là, mon gendarme critique interne monte sur ses grands chevaux. C'est stupide, c'est idiot, c'est débile, c'est une perte de temps, ce qui, pour ce critique aux sourcils perpétuellement froncés, est bien pire encore qu'une perte d'argent. En gros, la curiosité intellectuelle, j'ai le droit, mais la curiosité manuelle, savoir comment les choses fonctionnent et puis essayer de les réparer, ah ben ça, c'est non. Heureusement, j'ai trouvé des autorisations dans les livres de Matthew Crawford, un philosophe américain dont je vous ai déjà parlé, et qui a la particularité d'être aussi un mécanicien expert. Il a même ouvert un atelier connu aux États-Unis pour la restauration de motos anciennes. Ces motos où il n'existe plus de pièces, où il faut les redessiner et les réusiner sur un tour à métaux, c'est-à-dire le Graal. Je vous recommande vivement ces livres. En plus, la plupart, plusieurs en tout cas, ont été traduits en français. Le premier que j'ai lu, Shop Class as Soulcraft, traduit en français par l'éloge du carburateur. Et puis aussi, un autre qui s'appelle The World Beyond Your Head, On Becoming an Individual in an Age of Distraction, traduit en français par Contact, pourquoi nous avons perdu le monde et comment le retrouver. Son thème principal, à ce monsieur Crawford, est que le travail manuel redonne du sens, de l'autonomie et une véritable intelligence pratique à l'individu face au travail moderne purement intellectuel et désincarné. Crawford critique la séparation entre pensée et action et il valorise les savoir-faire concrets qui engagent à la fois le corps et l'esprit. Parce que oui, évidemment, nous sommes les deux. Sapiens, Homo sapiens, rappelle Crawford, c'est la curiosité de l'esprit, oui, et la curiosité de la main. Avec en plus une caractéristique essentielle du travail manuel. Si c'est réussi ou si c'est raté, ça se voit, c'est indéniable. La moto démarre et roule sans à-coups. Le mur est droit et la canalisation ne fuit pas. Ou bien, une journée de travail se termine avec un grand crack et une flaque d'huile qui s'élargit sous le moteur. On ne pourra pas camoufler cet échec avec une réunion inutile et un PowerPoint bricolé. Alors en lisant ces bouquins, je me suis dit, bah oui, c'est ça. En fait, j'ai besoin de retrouver, c'est-à-dire de découvrir, le plaisir de faire quelque chose avec mes mains. Le plaisir de me battre avec des pièces qui ne se laisseront pas convaincre par un ou deux arguments pseudo-intelligents. Il faudra que j'aille vraiment au fond des choses. Je dois vraiment comprendre à fond si je veux avoir un résultat. J'ai été curieux de cette curiosité des objets. J'étais excité à fond par tout ce processus que je connais finalement mal, mais qui me fascine. Et dans la foulée, les autres obstacles sont tombés en domino. Le prix de l'investissement de base, je me suis donné un budget max de 2000 €, négociable à 1500 €. Et puis je me suis donné un budget max d'achat de pièces de 200 € par mois, ce qui est déjà beaucoup, j'en conviens. Et puis je me suis donné un délai minimum d'1 an pour que la voiture roule de nouveau. Je me suis dit, je ne la ferai pas passer au contrôle technique avant novembre 2026, histoire d'y aller tranquillement, sans précipitation. Bref, je me suis mis un certain nombre de garde-fous pour que le gendarme interne, toujours le même, se dise « Bon, ok, on n'est pas dans le délire ici ». Et j'ai vu que du coup, je passais à l'action. J'ai contacté un monsieur dans le nord de l'Espagne qui avait un pick-up 403 Peugeot. Je lui ai dit que je montais la voir si jamais il était prêt à la vendre à 1500 € pour un prix affiché à 2500 €. Et 3 jours plus tard, je suis tombé dans ma voiture très tôt le matin et j'ai pris la route pour découvrir et peut-être acheter ma première voiture à restaurer. Bon, l'histoire n'a pas de happy ending parce qu'après 5 heures de route, je suis tombé sur une pauvre voiture abandonnée dans un champ
coincé sous un abri à moitié effondré contre une remorque de tracteur, le tout au milieu d'une mer de crottins de cheval, avec comme guide le fils du proprio qui ne connaissait absolument rien de l'histoire ou des problèmes de la voiture. Le proprio, lui, avait pensé qu'il valait mieux aller faire un tour ailleurs. Bref, j'ai fait demi-tour, j'ai refait 500 km pour rentrer chez moi, et le bilan, 12 heures sur la route, 200 € d'essence et une bonne fatigue le lendemain. Ça a l'air de pas être une idée géniale. Oui, mais pas seulement. Parce qu'en plus de tout ça, il y avait de la joie quand même. Celle d'avoir fait sauter un verrou. La joie d'y être allé, d'avoir accepté d'être curieux. Et ce que m'a rappelé cet épisode, c'est que le frein numéro 1 à la curiosité, ce sont en général des arguments qui ne sont pas dans le réel. Par exemple, quand je me disais, si tu te lances là-dedans, le risque c'est que tu vas laisser tomber tout le reste et tu vas finir sur la paille. Ce serait pas un peu exagéré, non ? En réalité, c'est un mécanisme bien connu de défense de notre cerveau contre tout ce qui est inconnu. Nous sommes les héritiers de bons trouillards dans les cavernes. L'histoire de notre espèce, c'est celle d'un équilibre dynamique, en progression, avec d'un côté l'instinct vital, manifesté dans ce qui nous occupe par la curiosité, et de l'autre côté l'instinct de survie, manifesté par continuer à faire ce qu'on connaît comme on a toujours fait. Et pour notre cerveau, même s'il s'agit d'aller vers du bon, peu importe, sa réaction initiale sera toujours la même. Si ça n'est pas connu, c'est non. Il va mettre les freins parce que son but numéro 1, c'est de préserver notre survie. Et pour cela, il va même vouloir éviter qu'on dépense inutilement des calories. Donc, notre situation actuelle n'est peut-être pas très joyeuse. Ouais. Mais on la connaît. Et jusqu'à présent, mon ami, grâce à moi, on a survécu. Donc, ta curiosité, elle représente un risque et c'est niet. Pour sortir du blocage, surtout ne vous critiquez pas et ne vous menacez pas. Se dire, comme je l'ai fait, t'es trop nul Aurélien, t'es qu'un trouillard, et puis enchaîner avec tu le regretteras tellement le jour de ta mort, j'ai testé, ça n'aide pas du tout. En revanche, ce qu'il faut faire, c'est creuser, chauffer, visualiser en détail la joie potentielle dans le résultat final, oui, mais aussi dans tout le processus d'apprentissage. Et ensuite, il faut faire un plan avec des garde-fous précis contre ce que craint par-dessus tout notre cerveau, la folie, le grand n'importe quoi, et finir dans un mobil-home rouillé comme tous ces gens qui ont voulu suivre leur passion. On a parlé de la passion versus la curiosité dans une chronique précédente. Le but, c'est de découvrir ou de redécouvrir la joie à petits pas, tranquillement, en élargissant progressivement notre zone connue et en y rajoutant du neuf à dose mesurée pour ne pas alarmer nos mécanismes de protection. Et dans cet élargissement, justement, il y a deux leviers. La curiosité, comme énergie de la découverte, qui démarre toujours de quelque chose que nous avons déjà, que nous connaissons déjà. On n'est jamais sur du totalement inconnu. Et le deuxième levier, c'est la joie qui signale « il y a ici du bon pour toi et du bon qui fait grandir ». Et j'en reviens à cette idée que la joie, c'est ce qui nous différencie des machines. Je viens de finir un autre bouquin de Matthew Crawford. Où est-ce que je l'ai mis ? Why We Drive on Freedom, Risk and Taking Back Control. Traduit en français sous le titre « Prendre la route, une philosophie de la conduite ». Bon, franchement, c'est quand même moins bien comme titre, je trouve. Dans ce bouquin, il parle des joies profondes de la conduite, justement au volant ou au guidon d'un engin qu'on a réparé ou amélioré soi-même. Ce qu'il montre, c'est combien cette conduite demande l'exercice de notre jugement, de notre réflexion sur le mouvement des autres véhicules, les limites de la physique et puis les règles du code de la route. Et il montre comment cette joie est aujourd'hui confrontée à un mouvement surpuissant, celui de l'intelligence des machines. En commençant par des systèmes embarqués de contrôle de la conduite, systèmes invisibles, ABS, contrôle de traction par exemple, ou bien systèmes plus visibles pour nous, comme des alarmes qui s'allument partout, le maintien dans la file, le régulateur de distance. Mais en ligne d'horizon et de plus en plus proche, ce qu'il montre, c'est qu'il y a derrière les voitures autonomes, pilotées sans intervention humaine. Et dans son livre, Matthew Crawford oppose finalement la logique de l'intelligence humaine et l'exercice du libre arbitre face à la logique de l'intelligence des machines et la logique de la sécurité universelle. Il écrit « L'automatisation
obéit à une logique totalisante. À chaque étape, les rares domaines où subsistent le jugement et la discrétion humains apparaissent comme des bugs à résoudre. Pour le dire de manière plus neutre, l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle ont du mal à se partager le contrôle. Nous serions dans un affrontement entre ces deux types d'intelligence. Et l'idée de son bouquin, ça n'est pas de revendiquer le droit de bombarder sur les routes dans le mépris absolu de la sécurité et des autres conducteurs. Ça serait évidemment stupide. Mais Crawford a des passages assez marrants et en même temps assez inquiétants, où il souligne que ça n'est sans doute pas un hasard si les premiers acteurs de la voiture autonome sont aussi des géants de la tech comme Google, Tesla ou Intel. Récupérer le temps où nous conduisons, c'est aussi récupérer du temps où nous ne sommes pas devant des écrans à regarder de la pub ou à acheter des choses. Et d'une certaine manière, ce qu'il montre, c'est que donner les clés et le volant de nos voitures aux machines, ce serait aussi accentuer notre passivité face au monde. Il écrit « Dans l'Occident prospère, une grande partie de notre énergie créative semble être canalisée vers la création d'expériences qui procurent au consommateur un sentiment de bien-être sans lui imposer d'exigences. Cette tendance a été baptisée capitalisme affectif. Elle trouve son illustration dans les jeux vidéo, la pornographie, les drogues psychoactives ou encore les aventures éco-touristiques soigneusement organisées. Ces expériences artificielles sont proposées comme substitut à la confrontation directe avec le monde et elles exercent manifestement un certain attrait sur nous. Nous sommes soulagés du fardeau de devoir nous confronter à la réalité, c'est-à-dire à des choses qui résistent à notre volonté et révèlent ainsi nos limites en matière de compréhension et de compétence. Il continue, des expériences qui nous permettent de rester enfermés dans un cocon de compétences et d'autonomie, à l'abri du genre de réfutation qui survient régulièrement lorsque vous faites du skateboard, par exemple. Quand j'ai lu ce passage, en fait, j'ai pensé aux personnages obèses de Wall-E, vous savez, ce dessin animé de Pixar, ces personnages qui sont conduits et nourris par des machines et qui restent vissés sur leurs écrans. C'est un film qui m'a terrifié en 2008, il y a plus de 15 ans. Et on parle ici de véhicules, mais je trouve que ça s'applique aussi parfaitement à plein d'autres actes créatifs dans lesquels on nous vante les réussites ahurissantes de l'intelligence artificielle. La photo, la vidéo, la musique, la littérature, oui bien sûr c'est vachement bien fait, mais c'est sans joie, parce que la joie vient d'ailleurs. C'est Crawford encore qui dit « Le plaisir de faire quelque chose, d'être activement et habilement engagé dans une réalité qui nous repousse. Ce n'est qu'alors que nous ressentons les progrès de notre propre maîtrise. Dans les activités qui requièrent des compétences, nous retrouvons parfois la joie des jeux de l'enfance, cette période de la vie où nous découvrions de nouveaux pouvoirs dans notre propre corps. Et finalement, une des raisons avec lesquelles nous nous empêchons d'être curieux, c'est une sorte d'admiration un peu étrange, pour ne pas dire une adoration pour les machines. C'est une sorte de nouvelle religion, face à laquelle tout le monde devrait s'incliner sans discussion, parce que veux-tu, c'est le progrès, c'est le sens de l'histoire, et puis au fond, les machines, elles font beaucoup mieux que nous. D'abord, c'est pas toujours vrai, et encore une fois, elles le font sans joie. Crawford évoque un concept dont je n'avais jamais entendu parler et que je trouve essentiel, la honte de Prométhée. C'est un concept qui a été développé à l'origine par Gunther Anders, cousin de Walter Benjamin, élève de Husserl et Heidegger, et premier mari d'Hannah Arendt. Excusez-moi pour le pédigré. Alors que tout le mythe de Prométhée décrit l'orgueil de ce personnage qui vole le feu aux dieux pour le donner aux hommes, Gunther Anders affirme « L'artificialité des êtres humains augmente au fil de l'histoire car les humains deviennent les produits de leurs propres produits. » Il parle d'un écart, un fossé grandissant qui se creuse entre l'humain et ses produits, car les êtres humains ne peuvent plus répondre aux exigences que leurs propres produits leur imposent. Il s'agit de remarques que Gunther Anders fait dans un séminaire tenu à Los Angeles, où il a fui l'Allemagne nazie
en 1942. À la même époque, il parle de la posture physique honteuse d'un de ses amis en train de regarder des démonstrations de nouvelles machines. Il décrit ce monsieur comme se tenant les yeux baissés, en silence, avec les mains derrière le dos, comme s'il avait honte d'avoir apporté ses instruments lourds, disgracieux et obsolètes face à des machines fonctionnant avec une telle précision et un tel raffinement. Je crois qu'on peut retrouver cette honte de Prométhée dans bon nombre de nos comportements actuels. À quoi bon lire, apprendre, creuser un sujet? Il suffit de demander à ChatGPT pour avoir la réponse. À quoi bon apprendre à faire de la maçonnerie? Bah, tu sais, il y a des machines maintenant qui construisent une maison en 2 jours au lieu de 6 mois. À quoi bon réparer une voiture? Il vaut mieux la recycler, et en acheter une autre qui sera plus moderne, plus sûre et réparable uniquement par d'autres machines. À quoi bon, à quoi bon, à quoi bon? Si nous ne voulons pas finir comme les personnages du dessin animé Wall-E, profondément dépressifs en plus, il est temps de nous retrousser les manches et de rallumer notre curiosité. J'ai démarré cette chronique en vous parlant de cette personne qui me disait qu'elle regrettait d'avoir passé du temps à nourrir sa curiosité. Eh bien, je pense qu'il est urgent de remettre notre vision du monde à l'endroit. Au cours de notre histoire, nous avons créé des outils pour leur confier ce qui était pesant, fatigant, dangereux, répétitif, tout ce qui était strictement utile. Nous ne les avons pas créés pour leur abandonner ce qui est créatif, gratuit et source de joie. Arrêtons de mesurer la valeur de nos actions à l'aune de la productivité, de l'utilité et de l'efficacité. Remettons au centre ce que les Grecs avaient déjà défini comme la plus haute activité humaine, la connaissance gratuite, libre de toute contrainte. Et ensuite, reconnectés à notre humanité, nous pourrons, avec les batteries bien pleines, revenir à des tâches productives. Très bonne semaine à tous.